NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Oui, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Rémi Peretz, qui est co-animateur du podcast NFT Morning, qu'il présente avec son ami John Karp. Et puis, Rémi est évidemment aussi le co-auteur du premier livre en français sur les NFT, NFT Révolution, ça c'est le titre. Et Rémi a vu sa vie basculer en quelques mois grâce ou à cause des NFT. Il va nous raconter ça dans ce podcast. Oui, en effet. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 22. Et je crois savoir que c'est ton anniversaire pas de naissance, mais ton anniversaire NFT, parce que je crois que tu vas nous raconter ça dans 2 minutes, que c'est aujourd'hui que John Karp t'a pris par la main chez lui un soir et t'a parler des NFT et du potentiel et de comment ils allaient transformer le monde. Et je dois dire que j'ai lu ton introduction dans le livre, enfin j'ai lu tout le livre, mais dans l'introduction j'ai beaucoup ri parce que tu expliques cette situation où John Karp te montre un NFT et tu lui dis non mais tu te fous de moi, t'as acheté un fond d'écran. Et là, je me suis tellement identifiée à toi, Rémi, vraiment, parce que moi, ça fait 1 an que mon mari me parle de NFT, et pendant quelques mois, j'ai été très, très fort en résistance en lui disant, mais c'est quoi ces conneries? Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est mon meilleur ami, en fait, Rémi, c'est mon meilleur ami. Donc voilà. Donc Rémi, ce qui serait chouette, c'est que tu te présentes, et surtout que tu expliques comment tu es tombé dans la marmite des NFT. Eh ben, avec grand plaisir. Tout d'abord, bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Je suis ravi d'être là. D'habitude, je suis de l'autre côté du micro, pour ainsi dire. Et c'est un grand plaisir. Effectivement, c'est un anniversaire. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure avec vous. Donc, c'est le 20 janvier 2021 que ma vie a basculé, que je suis tombé dans le terrier du lapin blanc. On pourrait sortir toutes sortes de formules, que j'ai choisi la pilule bleue ou la pilule rouge, selon. Et donc voilà, donc ma vie a changé. C'est ce jour-là que j'ai découvert comme une claque, les NFT, grâce à mon ami John Karp, mon ami, mon mentor maintenant. Et effectivement, il m'a clairement pris par la main et il m'a montré un peu tout cet univers dont je n'avais absolument pas conscience. Et voilà, maintenant depuis 1 an, c'est tous les jours, la nuit, je me réveille, je pense aux NFT. C'est une addiction presque. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, est-ce que tu peux un peu expliquer en fait le cheminement en fait entre cette première soirée où tu as vraiment cru que c'était une blague, ouais. Et tu as même cru que sa femme était dans le coup, donc tu as cru à un coup monter. Donc, j'ai cru à un coup monter. Voilà. J'ai cru qu'il voulait me vendre un JPEG, qu'il voulait me le vendre très cher, puisque c'est un cube de Pâques déjà, parce que alors c'est pas le cube, parce qu'il y a eu le cube par la suite, c'était un The Chip d'une collection un peu emblématique de l'artiste Murat Pak. Et donc moi je savais pas du tout ça, donc je vois un cube, un fond noir avec un cube translucide qui tourne. Je dis bon ok, j'ai le même sur mon ordi en fond d'écran. Et donc voilà, ça a été mon premier contact avec les NFT, ça a été ce cube. Et John qui me dit voilà, c'est génial, regarde ce que j'ai acheté. Donc déjà, comment acheter un truc qui tourne sur un écran? Non, t'as pas acheté ça en fait, parce que moi je fais clic droit, je le prends et puis c'est à moi quoi. Non, c'est ça, c'est un NFT. Et il me dit tu pourrais faire ça, mais c'est moi le propriétaire, il est à moi ce cube. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête à ce moment-là, à la fois déjà une surprise évidemment, et puis j'ai voulu aller plus loin, parce qu'en parlant avec des gens par la suite des NFT, il y a ce réflexe où on peut vraiment se devenir hermétique en Bien disant non mais tu te fous de moi. Tu te fous de moi, exactement. Tu te fous de moi, ça ira pas plus loin, reste dans ton délire et puis chacun poursuit son chemin, quoi.
Mais là, non, là, je me suis dit, il y a un truc. Alors, ce que j'ai oublié, c'est que moi, je suis juriste à la base. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à Aix et c'est une ville que je connais particulièrement bien parce que c'est ici que j'ai fait mes études de droit. Et je pense que c'est peut-être la curiosité du juriste en me disant, tiens, ça t'appartient. Donc, il y a une histoire de propriété derrière. Donc, s'il y a de la propriété, peut-être qu'il y a d'autres usages par la suite qui peuvent venir avec ça. Et donc voilà, donc j'ai voulu aller plus loin et on a parlé toute la nuit de NFT. On s'est baladé dans les métavers. J'ai découvert Decentraland, qui est donc un univers. Mais attends, on en reparle ça parce que les métavers, on va en reparler. Mais c'est vrai que le concept, tu as raison, le simple concept de propriété digitale, rien que ça, c'est ça la révolution et c'est ça qui est le plus dur à comprendre finalement. Mais pour reprendre la question de Claudia, donc il y a ce livre. Alors il y a le podcast qui a commencé il y a 1 an, qui continue tous les matins. Et puis on peut l'écouter après sur les plateformes de podcast, mais il y a ce livre NFT Révolution, tout en français. Je dis en français parce que le seul livre en français, je pense. Il y en a eu d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Nous, en fait, bon allez, on va raconter un petit peu l'histoire du livre. L'histoire du livre, voilà, c'est là que je voulais t'emmener. L'histoire du livre, c'est que, en fait, c'est un peu la même histoire du podcast. C'est en gros, on devient tous les deux passionnés de NFT. Tous les matins, on s'appelle à la même heure, 8h30. On a déposé nos enfants à l'école. C'est parfait. On reste une demi-heure, 1 heure au téléphone. Ça, c'est un peu la naissance du podcast finalement. Et on s'est dit, tiens, peut-être que ce qu'on se raconte entre nous, parce qu'on dit t'as vu, il y a un tel qui sort une collection, il y a cette nouvelle plateforme qui est en train d'émerger, et on se dit peut-être que ça peut intéresser des gens. Donc le podcast finalement découle de ça, et en fait on se rend compte qu'il y a une place parce qu'il y a aucun contenu en français. Et très rapidement, on s'est dit, mais non seulement il n'y a pas de contenu audio, il y a très peu de podcasts, ou quasiment pas, et il n'y a pas de livre, il n'y a pas un livre de référence. Et on voulait vraiment faire un livre, c'est-à-dire un livre avec un imprimeur, un éditeur. Un vrai livre. Un vrai livre, bien sûr. Un livre, le premier livre, pourquoi pas, des NFT en français. Et plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est éduqué avec les auditeurs, avec la communauté. Et un jour, j'ai dit à John, non mais John, si on fait un livre avec un éditeur, en passant par le chemin traditionnel, j'ai l'impression qu'on va un peu contre l'esprit NFT. Ah, ça c'est une vraie conversation qu'on a eue. Contre l'esprit NFT. Et j'ai dit, John, on peut pas faire ça. On n'a pas le droit vis-à-vis de la nouvelle technologie. Vis-à-vis de toute cette communauté. Il faut que notre livre soit d'abord... il y ait un NFT. Alors on savait pas, ça aussi, on s'est autant creusé la tête finalement pour l'écriture du livre, et je pense même plus pour tous les à côté, donc toute cette passion-là. Et je lui ai dit, donc il faut que notre livre ce soit un NFT. Alors est-ce que la question c'est, est-ce qu'on prenait le livre en entier et on en faisait on le mettait sur JPEG, on en faisait un NFT? On s'est dit mais non, et donc on avait un artiste avec qui on a collaboré, qui nous a fait une carte NFT du livre. Et cette carte, et d'ailleurs cette carte, je peux vous l'annoncer maintenant, elle va avoir elle va avoir une vie maintenant, elle va avoir un autre usage. Oui. Tu peux nous dire quoi? Oui, dis-nous. Oui. Parce que c'est le point levé, ça je sais, c'est pour illustrer NFT Révolution. NFT Révolution. Pareil, NFT, moi aujourd'hui je l'aurais pu appeler NFT Évolution, parce que je pense qu'on est dans l'évolution, on n'est pas dans la... n'est plus dans la révolution. On n'est plus dans la révolution. Et en fait, cette carte, on aimerait bien nous créer une espèce de communauté autour, à la fois qui mélange les auditeurs du podcast et du live, et les personnes qui ont acheté le livre, et voilà, on aimerait les fédérer dans une communauté, et cette carte pourrait permettre déjà d'accéder à la communauté et puis d'accéder à d'autres choses. Est-ce que c'est le principe de la DAO? En fait, la DAO, ça va beaucoup plus loin que ça, mais déjà c'est très intéressant. C'est le début de la DAO, parce que l'idée ce serait effectivement, pourquoi pas, que la communauté s'implique dans tout ce process. C'est ça, dans la notion de DAO, il y a la notion de vote et des codécisions en fait. Mais en revanche, ce que tu dis, ça peut intéresser beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et tu sais que dans ce podcast, on est attentif aux businessmen, aux porteurs de projets, aux entreprises, quoi. Parce que là, tu parlais de ton livre, mais finalement, quel que soit le produit, on peut donc d'abord vendre ces produits avec un double digital en NFT, puisque moi, j'ai acheté ton livre en NFT sur Rarible. J'ai reçu un e-book. D'abord, la magie du e-book, ça, j'en avais eu des e-books, mais le vôtre, il est extrêmement bien fait parce que tout bouge dans tous les sens. Il y a des vidéos à chaque page.
Donc quoi de mieux pour voir des NFT que de voir des vidéos? C'était un livre d'art, donc il fallait que l'art soit mis en avant. Donc ça, c'est très réussi. Et maintenant, j'apprends que en fait, ce token qui est illustré non pas par la couverture du livre, mais par une illustration d'artiste, ce qui est une super idée, parce que tu impliques un artiste là-dedans. Et maintenant, cette carte que je possède va me faire rentrer dans un club privilégié. Exactement. C'est canon. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont tu expliques. Je transpose ça dans le milieu du business. En fait, vous aviez un truc à vendre. Un livre, ça aurait pu être autre chose. Et vous vous dites, tiens, comment je fais, en fait, pour injecter du NFT dedans? Et donc, vous avez créé un format pour pouvoir le vendre en NFT, et puis maintenant, vous créez une communauté avec des expériences autour de ça. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est qu'en fait, ça peut s'appliquer sur pas mal de business, pour autant qu'on ait un truc à vendre, et que ça soit... assez adaptable. Encore plus loin. Je vais aller encore plus loin, c'est que en fait, en faisant ça, on a réglé une grande problématique, c'est-à-dire que soit on sortait du cash de notre poche, c'est-à-dire qu'il nous fallait de l'argent pour pouvoir imprimer, diffuser, communiquer, faire du marketing autour du livre, soit en fait en vendant d'abord en NFT, ça nous a permis d'avoir finalement... de financer votre projet en fait. Exactement. Okay. Exactement. Donc en fait, sans chercher d'éditeur, etc., on a eu en fait cette... je sais plus comment on peut dire... c'est une précommande, une prévente. C'est une précommande, ouais, tout à fait. Mais on a eu donc cette somme d'argent qui nous a été... qui nous appartient. Et ensuite, on a permis de passer en production, en impression. En fait, on a autofinancé. Ouais. Et je pense que c'est un chemin à suivre. Il y a beaucoup d'auteurs, donc nous, c'est dans le domaine d'un livre, mais ça pourrait être pour un documentaire. La musique, c'est pour la musique, etc. Et voilà. Donc... Mais ça n'est réalisable que si il existe une communauté autour de vous. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'importance de la communauté. En fait, c'est primordial. Ouais, c'est primordial, et ça va l'être encore plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de marques qui disent ok, la communauté sur mes réseaux, etc. Je montre que je suis là, je vends, je fais du marketing digital, mais ça va dépasser ça, en fait. Alors, je réfléchis à ce que tu me dis en même temps, mais si on reprend le cas du jeune, de l'artiste qui joue avec sa guitare, qui crée des chansons et tout, en fait, on voit déjà avec les réseaux, tout est possible. Enfin, juste avec l'imagination, on voit il y a des petits jeunes qui font des millions de vues sur TikTok. Ils sont avec leur guitare, ils chantent, et puis voilà. Ça peut basculer. La communauté, c'est pas si compliqué finalement de se créer. Une communauté. À la fois, c'est pas si compliqué, et voilà. À la fois, il faut comprendre dans les NFT qu'on est quand même, c'est un mouvement c'est une contre-culture. Il y a des codes à adopter, des codes à appliquer, des codes à connaître, et si on respecte pas ces codes, si on rentre un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, on va dire, juste pour surfer un peu, parce qu'aujourd'hui on peut le dire, on est 1 an après tout ça, 1 an en NFT, c'est moi je parle d'année de chien, donc 1 an c'est 7 ans quoi. Donc il s'est passé 7 ans dans le monde des NFT, et 1 an après, aujourd'hui on a beaucoup entendu parler des NFT, il y a beaucoup de marques, beaucoup d'artistes qui veulent s'insérer dedans, mais je pense que la première étape, c'est de comprendre la communauté et de vraiment s'immerger à l'intérieur. Et effectivement, la notion de communauté, de se créer une communauté, c'est ce qui est de plus important pour avoir en fait l'aval, le tampon de la vraie communauté NFT historique. Ouais. Je vais nuancer ton propos quand tu dis c'est facile de développer des communautés. Moi, venant de l'univers de la presse, je redis ce que j'ai dit depuis toujours, c'est que oui, c'est facile si on a du très bon contenu. En fait, je pense que je vais nuancer ma nuance. Ta nuance. En fait, c'est facile de buzzer. Ouais. Et toute la différence est là. C'est facile de buzzer. Par contre, que le buzz dure et que on arrive à raccrocher avec nous des gens qui croient en ce qu'on fait,
bah là c'est toute une histoire. Ouais, t'as raison, il n'y a rien de tel que, avant de buzzer, construisons vraiment du contenu, construisons un discours en fait, et après on peut buzzer pour dire aux gens, mais venez voir, ça fait des années que je bosse sur un discours et tout. Ouais, mais ça je suis d'accord. Et puis surtout dans ces univers, ce qui compte, c'est l'engagement de la communauté. C'est pas d'avoir des grosses communautés qui finalement ne sont pas forcément intéressées par le sujet, la thématique. Ce sont des communautés qui sont engagées et qui, à un moment donné, s'il y a une DAO, une proposition de DAO, disent OK, j'ai confiance. Capital confiance 100%, j'investis, je les suis. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle d'un monde qui est décentralisé. Aujourd'hui, on a des gens qui ont porté des projets. On va parler d'un projet. Aujourd'hui, quand on lance une collection NFT, c'est comme une start-up, c'est comme une société. Donc, il y a des gens qui ont développé des collections, qui ont proposé, qui ont imaginé des roadmaps, c'est-à-dire un projet pour la collection en disant étape 1, il va se passer ça, étape 2. On va dire ça comme ça, très bien, un rétro-planning. Et en fait, comme ils ont constitué autour d'eux des DAO, on a des projets aujourd'hui qui ont déçu leur communauté. Et en fait, il faut savoir que dans un monde décentralisé, la communauté peut prendre le dessus et demander aux initiateurs, aux fondateurs des collections, de partir et de laisser la main. Et c'est ce qui s'est déjà passé, quoi. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, je trouve que en termes d'économie, on est dans quelque chose qui va bouleverser nos systèmes, notre mode de pensée. Oui, mais tout le monde n'est pas prêt à ça parce que... non, clairement pas. Nous, on écoute régulièrement les podcasts de Mathieu Stéphanie, Génération du It Yourself et la Martingale. Et dans un de ces podcasts, j'ai oublié lequel, il pose la question du DAO. Il dit, mais moi, si je fais une DAO dans mon business, à un moment donné, je perds le pouvoir sur mon business. Et en fait, il y a tout un travail au niveau de la culture, en fait, du mind sur... je lance un projet, donc je reste maître de mon projet. Et j'avoue que moi, c'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue parce que depuis quelque temps, il y a des gens qui portent des projets qui m'appellent en me disant on aimerait ton avis et tout. Et justement, il y avait un projet de plateforme cette fois. Avec un token qui permet d'accéder à la DAO, etc. Et en fait, en discutant, finalement, c'est décentralisé, mais on peut diriger en fait les choses. On peut centraliser la décentralisation. Moi, je suis plutôt fervent de ça. C'est-à-dire, oui, la décentralisation, c'est très bien. On est dans l'ultra-démocratie, mais il faut quand même des leaders, généralement les fondateurs, pour gérer ça. Et comment ça peut se traduire concrètement ? C'est au lieu de demander, par exemple, de poser à la communauté des questions fermées, oui ou non, par exemple, est-ce que vous voulez que notre collection demain se retrouve sur le métaverse ? Oui, non. Si c'est non, c'est fini, quoi. Il y a plus rien derrière. Tandis que si on demande à la communauté, ok, on vous l'a pas dit, mais on a bossé sur un projet de métaverse. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Et là, c'est... et ça, c'est l'intelligence collective, alors. Exactement. Ouais. On parle beaucoup de DAO et je pense que ça va être le mot-clé de cette année. Rappelons que c'est, en anglais, Decentralized Autonomous Organisation, c'est-à-dire une association d'individus qui sont gouvernés, dont la gouvernance s'organise par un smart contract, c'est-à-dire par du code informatique sur la blockchain. Et donc, c'est une gouvernance automatisée, finalement. Et je pense que... Mais tu vois, c'est important que tu parles de ça et c'est aussi pour ça qu'on avait hâte de te recevoir, Rémi, parce que tu es, comme tu disais, de l'autre côté du micro. En principe, c'est toi qui interviews les gens. Et ça fait maintenant presque 300 jours que tu reçois tous les matins ou 200 épisodes. 200, ouais. 200 épisodes des NFT Morning où tu reçois des décideurs dans les NFT, des acteurs du NFT, des artistes, des plateformes. Franchement, j'ai l'impression que tout ce que la France compte de NFT, et même des Américains, vous avez interviewé aussi. Donc je me dis, Rémi, il a entendu tout ça. Et donc lui, il a une vision maintenant. D'ailleurs, je vois que ton discours est très clair, concis, organisé, parce que je pense que tu as fait le tri et la synthèse de tout ce que tu as appris. Ça bouillonne nuit et jour. Alors je me réveille tous les jours à 3h30 du matin, et là, pendant 1 heure, ça... Donc les auditeurs, vous pouvez l'appeler à 3h30, il décroche. Je réponds aux mails souvent. Et donc tu vois, on s'est dit, il faut qu'il nous raconte sa vision du monde et de l'avenir. Alors peut-être, parlons pas de l'avenir à 10 ans, mais déjà l'année 2022, à mon avis, va être spectaculaire. Mais l'année de la DAO, c'est ça, j'y crois complètement. Ouais. Juste avant l'annonce de Facebook de Meta,
je voyais que ça bougeait niveau métaverse, de sandbox. Déjà, il y avait Adidas qui avait acheté une première land, donc un premier terrain sur le métaverse sandbox, sur le jeu sandbox. Et donc, bon, voilà, on parle beaucoup avec John, et j'ai dit, John, 2022, l'année du métaverse. Mais en fait, je me suis loupé. Voilà, comme j'ai dit, on est chaque mois, voilà. Je me suis loupé de 3 mois en arrière, et effectivement, 2022, l'année de la DAO. Ouais. Mais c'est un peu aussi le problème, c'est que finalement, il y a des DAO de partout. Ouais. Mais comment avoir confiance ? Comment avoir confiance ? Est-ce que c'est vraiment utile, finalement ? Est-ce qu'il y a des projets ? Il y a des projets, ils pourraient très bien se passer de... Est-ce que c'est pas justement un argument marketing supplémentaire ? Oui, et bien justement, c'est ça en fait. C'est comment on fait le tri entre le coup de pub et la vraie pierre à l'édifice qui va construire un vrai projet, qui va être un acteur de demain. Parce qu'on a tous envie de mettre sa pierre à l'édifice pour construire le monde de demain. C'est une bonne question. Comment on fait le tri ? En fait, c'est justement sur l'utilité. Est-ce qu'il y a un projet qui propose une DAO, mais est-ce qu'elle a sa place ? Est-ce qu'on pourrait pas finalement s'en passer et avoir un mode de gouvernance plus traditionnel ? Ouais. Oui, c'est ce qu'on dit sur la blockchain aussi quand on reçoit les professionnels de la blockchain. On en reçoit un demain aussi. Souvent, il dit aux entreprises, mais vous voulez absolument une blockchain parce que vous avez lu ça dans la presse. Mais finalement, quand on regarde vos besoins, une base de données bien faite, ça va le faire. Et nous aussi, on dit ça pour les NFT. On en parlait aussi, Rémi. Oui, les gens qui viennent, les porteurs de projets qui nous disent, je vais faire une collection et des collectibles NFT, 10 000 pièces, etc. On leur dit, mais attendez, vous êtes encore le 50e aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, à vouloir lancer ça. Donc, oui, et puis ça dépend de l'objectif, parce que nous, on est consultés par des gens qui nous demandent un peu notre avis, mais toi aussi, Rémi, qui disent, OK, on veut absolument injecter de la blockchain dans notre business. OK, c'est quoi l'objectif ? Rassurer mes consommateurs sur l'origine de mes produits. OK, mais on veut faire une blockchain publique. Ben oui, donc c'est jamais que vous qui dites d'où viennent vos produits. Donc pourquoi est-ce que le consommateur aurait confiance, ouais. Et donc c'est toujours en fait quel est l'objectif, quels sont les moyens, et puis est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça pour ça. Et aujourd'hui il y a beaucoup avec les NFT, on le voit, tu t'en parlais tout à l'heure, de projets NFT qui émergent juste parce que on en parle et qu'il faut se placer, alors que comme disait mon maître Alexandre Tchatchenko, de chez Business Partner. De Business Partner chez KPMG. Je connais toutes ses conférences YouTube par cœur. J'irai voir. Ouais, franchement, enfin, j'adore parce qu'en fait, quand il parle pas comme un geek. C'est clair. Il parle comme un type qui a compris comment fonctionnait le business. Et il dit un truc qui est très juste. Il dit, mais injecter de la blockchain, oui, dans un business existant, mais pourquoi pas, avant ça, analyser le marché, identifier les besoins et créer des business ou des annexes à vos business existants. Et en fait, c'est ce qu'on dit à tous les gens qui nous consultent pour leur projet NFT. On leur dit, mais attendez, on ne va pas faire ça juste parce que c'est à la mode. Quelle est l'utilité ? Quel est l'objectif ? Mais quelle est l'utilité ? Et je pense qu'on peut en trouver. C'est ça qui est formidable à notre époque, c'est que ils peuvent venir juste pour un coup de com'. Mais finalement, quand on peut les avec un peu de réflexion, les aiguiller pour que ce coup de com', finalement, il ait une vraie utilité derrière. Ouais. Et c'est marrant parce que j'avais une question, mais tu viens d'y répondre en partie. Okay. Donc, quel serait ton conseil à ton meilleur ami s'il était directeur marketing ? En gros, c'est ça. Ne fais pas un coup juste pour faire un coup. On en revient à déjà immerge-toi. Comprends les codes et surtout ne lance pas un projet à la va-vite, parce qu'en fait les codes, nous on les connaît, et donc on peut vite repérer en fait. On va repérer les usurpateurs ou les opportunistes en fait. Mais c'est Aujourd'hui, la communauté NFT, finalement, c'est eux qui achètent. C'est eux les premiers consommateurs. Ils sont en premier plan. Ils savent et ils ont un avis très tranché sur les projets, sur les choses. Et c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps à quelqu'un. C'est que un an en arrière, on va dire que l'année 2021, ça va vraiment marquer les esprits, même si les NFT existent depuis, on va dire, 2015 avec l'apparition d'Ethereum.
Mais le truc, c'est que en janvier 2022, on peut plus nous la faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence dans les projets, dans les équipes qui sont derrière les projets, qui est plus le même qu'il y a un an, quoi, ou qu'il y a même au moment du NFT Summer, c'est-à-dire au mois d'août. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir aussi cette communauté qui apprend, qui évolue, et c'est eux qui ont les cryptos, c'est eux qui sont en première ligne. Et finalement, c'est les premiers juges, en fait. C'est les premiers juges. Oui, ouais. Tout à fait. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que bien souvent, quand on est consulté, on dit alors qu'est-ce que vous visez ? Vous visez vos consommateurs actuels qui n'y connaissent rien. Évidemment, c'est tellement nouveau. Ou alors vous visez la communauté NFT. C'est pas du tout la même chose, mais c'est un discours incessant. Ça. C'est un discours, oui, c'est incessant. Hein. C'est le grand dilemme. Enfin, c'est comme le dilemme du Cid. Où dois-je aller ? Mais comme tu dis, en fait, pardon, je te coupe, mais c'est vrai, tu dis, même si on veut aller dans évangéliser auprès de sa communauté, ses consommateurs actuels, en fait, on va être rattrapé par la communauté NFT qui va dire, vous faites des NFT, mais ça nous intéresse. C'est quoi ? C'est quand ? C'est où ? Et là, on a intérêt à avoir un discours pointu. Et il valide ou ils invalident. Et il valide ou ils invalident. Mais pour l'instant. C'est important parce que effectivement, ça va se démocratiser, En Corée du Sud, les gens ont des NFT, mais ils ne savent même pas que ça s'appelle un NFT parce que ils ont des outils où ils ont des wallets internes liés à qui sont directement en fait intégrés dans leur téléphone portable. Et je pense que finalement, ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, on ne parlera plus de NFT tellement ce sera Comment on ne parlera plus de blockchain, puisque c'est un peu, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est comme le web, on l'utilise tous les jours, mais on s'en fout de savoir comment ça marche. Alors, j'adore ça. Quand on me demande, alors Rémi, qu'est-ce qu'un NFT ? Et souvent, je dis, mais qu'est-ce qu'Internet ? Je sais. La grande question. Et d'ailleurs, tu me fais penser à la plateforme CalArt qu'on a reçue, là, Stanislas Mako, le patron de CalArt, qui est une plateforme de vente d'œuvres d'art en NFT, mais je crois même que le mot NFT, je ne sais même pas s'il apparaît, parce qu'on paye en carte de crédit. Il y a un wallet interne. Donc à aucun moment on a le sentiment d'être en contact avec l'écosystème blockchain ou NFT. Et on va aller de plus en plus vers ça. On a reçu POAP. Ouais, POAP. POAP, alors bon, moi j'adore parce que justement ils sont dans cette idée de démocratiser au maximum. Mais donc POAP, juste pour protocole Proof of Attendance Protocol. En français. Merci. La preuve de présence à un événement. Exactement. En fait, c'est quand on me demande ce que c'est, je dis en gros c'est le badge ou c'est le ah oui, le bracelet qu'on met en boîte de nuit là. Ouais, voilà. Moi j'aime bien l'idée du badge parce qu'on c'était un cachet indélébile qui restait 3 jours sur ton poignet. Ça aussi, c'est vrai. J'en connais, c'est resté beaucoup plus longtemps. Mais... Exactement. Mais donc la question en fait que je voulais te poser depuis tout à l'heure, c'est on parle de ça beaucoup, mais toujours dans le secteur de l'art. Mais justement, il faut sortir de ça. Voilà, sortons de ça. Sortons de ça. Alors, quel genre de business ? L'art, parce qu'en fait, déjà juste un petit mot, pourquoi l'art ? Parce que on avait des artistes, des véritables artistes, des génies dans leur domaine, mais leur palette c'était une souris et leur toile c'était un écran. Mais en fait ils créaient des œuvres, mais ils pouvaient rien en faire puisque effectivement c'était pas considéré comme tel. Mais déjà ça, mais on pouvait se l'accaparer. Clic droit, exactement. Et en fait, pourquoi les NFT ? Parce que ça leur a permis, notamment en 2018 grâce à la plateforme Superart, ça leur a permis de minter leur œuvre, de dire voilà, c'est moi qui suis à l'initiative, c'est moi le créateur, je minte mon œuvre, elle m'appartient et je la mets en vente et celui qui l'achètera, il aura la propriété de l'œuvre et voilà, donc ça change complètement. Donc c'était un outil parfait pour les artistes. Et c'est pour ça que ça a commencé par l'art. Ça me fait penser, parce que souvent les gens nous disent oui, clic droit. Et en fait, il y a quelques années, j'avais quelques copines photographes qui faisaient des procès à tout va
parce qu'en fait, on avait pris leurs photos sur Pinterest, mis un filtre dessus, repartagé sur son réseau, repartagé en recadrant, et finalement, la photo ne ressemble plus du tout. Voilà. C'est très marrant. Il y a une histoire avec Emily Ratajkowski. Ah oui. La mannequin biélorusse, là. Exactement. Explique. Alors, explique. Alors en fait, elle avait, je pense, de mémoire, c'est que donc c'est un mannequin extrêmement célèbre elle s'était révélée dans un clip avec Pharrell Williams et j'ai oublié un autre artiste. Et en fait, on avait utilisé des photos d'elle à son insu. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé en vrai face à ces photos. Elle les a mintées. Et en disant, en gros, je récupère ce qui m'appartient, en fait. Ah oui, voilà. Mais donc, c'est aussi l'importance de tous ces métiers qui, aujourd'hui, ne vont pas forcément vers les NFT, sauf quelques cas isolés. Mais c'est une vraie révolution pour ces métiers, en fait. Tout à fait. Alors, moi, la photo, c'est un domaine que j'aime bien, mais c'est souvent pour expliquer aussi ce que sont, la barrière en fait sur pourquoi le fait que finalement notre vie elle est extrêmement digitalisée, oui. Bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Il suffit de savoir déjà de voir combien de temps on passe derrière son écran de téléphone, d'ordinateur. Limite, je pense que finalement dans une journée on passe plus de temps face à un écran que dans la vraie vie. Bien sûr. Apparemment. Et la photo, c'est intéressant parce que y a beaucoup de gens qui prennent énormément de photos avec leur téléphone et puis finalement, ils en font rien parce qu'il y a très peu de gens. On sait même plus où elles sont. On sait même plus où elles sont. Il y a très peu de gens qui vont les imprimer derrière et parce que il y a cette problématique de mais les NFT, qu'est-ce que vous en faites? Ça sert à rien puisqu'on peut pas les afficher. Mais vos photos, elles servent à rien puisque vous les affichez pas non plus. Oui. Mais pour le photographe dont c'est le métier. Oui, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc, et donc j'aimerais bien revenir au business, comme on s'appelle NFT Business, et qu'on adore l'art ici. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment maintenant, Rémi, c'est que tu nous parles de business, parce que des cas business, t'en as entendu beaucoup dans ton podcast, et tu as beaucoup réfléchi à ça, tu nous l'as dit, et on aimerait avoir ta vision du business, des NFT dans le business. Quel genre de business? Quel genre de business pour cette année, l'année prochaine, tu vois. Ah là là. Il y a le retail déjà, il y a ceux qui fabriquent des choses. Finalement, tout ce qui est lié à la propriété, tout ce qui est lié au digital, en sachant que finalement, tout est digitalisable. Oui. Et donc voilà. Donc oui, le retail, il y a ça peut être une boutique dans le métaverse, pourquoi pas. Ouais. Mais moi je vois les choses beaucoup plus loin. Je pense moi dans mon monde, dans la projection du monde dans les peut-être 5 ans à venir, peut-être que nos assurances seront des NFT. Peut-être que là, au lieu d'avoir des papiers ou qu'on renouvelle chaque année, etc., finalement, on aurait un wallet assurance avec tout regroupé, l'assurance habitation, l'assurance de la voiture. On pourrait pas... Tes actes de propriété de tes appartements, on parlait d'immobilier tout à l'heure. Ça pourrait être tout à fait ça. Que les gens comprennent la fonction, ce que va devenir le wallet, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans ton wallet, tu mets les NFT que tu as achetés et tes cryptos. Mais demain... Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce wallet? Exactement. Ouais. Peut-être que, à mon avis, un NFT d'assurance, il n'aurait pas vocation à être vendu à quelqu'un d'autre parce qu'il n'aurait plus aucune valeur. Mais voilà, moi j'imagine énormément. De la même manière, je pensais aussi dans le cas de tout ce qui est en fait seconde main. Par exemple, quand on achète une voiture, il y a une grande part de confiance aujourd'hui finalement entre un acheteur et un vendeur pour arriver finalement à se dire ok, on se tape dans la main, voilà votre chèque, et puis mais le chèque, est-ce qu'il est en bois? Est-ce que je peux l'encaisser derrière? Et finalement, peut-être que les NFT, il pourrait y avoir le transfert du NFT qu'une fois que l'argent soit... on peut imaginer... Ouais. Tu parlais des assurances, tu connais l'histoire de AXA Assurance, qui il y a 3 ans déjà, ils avaient bien compris l'intérêt de la blockchain pour rembourser les utilisateurs d'avions, les consommateurs qui achètent des vols d'avion. Quand l'avion avait 3 heures de retard, ils étaient automatiquement remboursés. D'accord. Ça marchait tellement bien
C'est-à-dire que les gens, bien. ça marchait trop bien. Tout le monde a été remboursé dès qu'il y avait des retards d'avion, que AXA a arrêté parce qu'ils se sont dit mais nous finalement notre on va business, mettre la clé sous la porte. on va mettre la clé. Si vraiment il faut rembourser les gens, non. Pas de ce qui veut dire qu'AXA et tous les autres assureurs, j'ai rien contre AXA. C'est juste parce que c'est les plus connus du monde d'ailleurs. Mais en fait, ils misent aussi sur le fait que les gens ne font pas l'effort de remplir des papiers pour se faire rembourser, etc. Mais c'est ça. Bon, alors, on parle business, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on va pas rentrer dans des trucs politiques ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est une des premières fois dans l'histoire où le peuple a vraiment son mot à dire, quoi. Le consommateur reprend le pouvoir. Il peut reprendre les choses en main. Et le citoyen. Et imposer finalement aux compagnies d'assurance, aux banques. Oui. Mais les banques, je pense que moi, si j'étais banquier, j'aurais peur. Mais exactement. Si j'étais à la tête d'une banque. Je penserai à ma reconversion très prochainement. Parce que c'est tout à fait le type de business qui aujourd'hui dit ok, on a un business model X, bien connu de tous, et on va injecter de la blockchain dedans parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne le fait pas. En fait, c'est pas ça qu'il doit faire aujourd'hui, c'est trop tard. C'est se dire ok, on est dans l'avion, on doit transformer le moteur en 2 heures avant de se crasher, et on transforme l'entier. On n'injecte pas un peu de blockchain, on transforme tout le modèle. Mais on n'y est pas encore. Mais c'est intéressant ce que tu dis. J'y avais pas pensé. Effectivement, les consommateurs, dans quelques années, peut-être même dans quelques mois, tellement ça va vite, exigeront de leur compagnie d'assurance ou de leur banque de dire mais attendez, nous maintenant on veut une décentralisation, on veut pouvoir décider. On veut des contrats d'assurance automatisés sur la blockchain. Et certifiés sur la blockchain. Et certifiés et en smart contract, s'il vous plaît, parce que moi je veux dans mon wallet recevoir ma prime d'assurance. Enfin, si ma voiture est volée, je veux recevoir l'argent directement sur mon compte, quoi, sans remplir de papier. Mais je pense que ce qui est intéressant de dire aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'en fait ces univers, bon, il y a beaucoup de geeks, beaucoup de financiers. Et par exemple, moi je viens du business marketing. Au départ, je me demandais ce que je foutais un peu là parce que c'est quand même très technique. En fait, c'est un monde qui va être facilité, fluidifié, vulgarisé, beaucoup plus accessible par des applications, dans un monde dans lequel il va falloir plein de compétences, pas que des devs en Python et en Solidity. Et en Solidity. Oui, c'est Solidity que je veux dire. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde est à construire. Et surtout, les applications de demain sont à construire. Parce que, par exemple, les wallets, ils sont liés à des blockchains. Il y a autant de wallets que de blockchains. Ça devient compliqué à partir du moment où on doit mettre ses données de santé, ses contrats d'assurance. Mais ça changera. Voilà. Ça va changer. Et donc, c'était une question que je posais à Benjamin, mais que je vais te poser. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va y avoir des ponts entre ces wallets ? Il y a déjà, alors il faut des ponts entre les blockchains. Alors si on rentre dans des trucs techniques, non, pas technique. Je suis vraiment pas la bonne personne. Pas technique. Mais ce qui est sûr, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait des ponts entre certaines blockchains, parmi les plus importantes, qui fera en sorte que bientôt on aura des wallets où on pourra avoir à la fois de l'Ethereum, du Polkadot, du Bitcoin éventuellement, et ça facilitera. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes évidemment entre les cryptos et le monde des cryptos et le monde des NFT. Au niveau moi je pense que de ce qu'on voit aujourd'hui dans les NFT, on est clairement dans une bulle et 90% de ce qu'on voit n'existera plus demain. Peut-être que dans les cryptos, 90% des cryptos qui existent aujourd'hui n'existeront pas demain. Mais il y aura l'essentiel, en fait. Il y aura les plus importantes et celles qui vont faire bouger les choses. Après, sur le fait que le peuple exige... moi, je me pose souvent la question de me dire, ok, est-ce que finalement on n'est pas trop utopiste ? Est-ce qu'il y a pas déjà eu des utopies comme ça et on a vu malheureusement ce que ça a donné par la suite, les grandes utopies. Donc, je pense on va bientôt être à ce que j'appelle la croisée des chemins. Il va falloir prendre des décisions. Prendre des décisions. Moi, il y a des choses qui m'inquiètent beaucoup et je pense qu'on peut aller vers le meilleur, on peut aller vers le pire. Mais donc, toi, tu crois au point de rupture, alors que moi, par exemple, je crois que le changement ne se fait pas en un jour. Au point de rupture, il se fait un petit peu tous les jours et tu le vois pas arriver. C'est possible aussi. Ouais. Parce que quand tu regardes comment on vivait il y a 5 ans, il y a 5 ans, on ne pouvait pas faire de story sur son Instagram. C'est quand même une révolution majeure, ça. Ça veut dire que tu as ta propre chaîne télé et que tu peux filmer tout en temps réel. Je suis tout à fait d'accord, mais justement...
aujourd'hui, on donne de l'importance à des gens qui, finalement, tout simplement parce qu'ils ont énormément d'abonnés, mais où en fait, il n'y a que du vent derrière. Oui. Mais justement, est-ce que tu ne crois pas que ça... Est-ce que c'est pas trop, tu vois, ce que je veux dire? Moi, je crois justement, je reviens sur ça, le changement, il se fait un petit peu tous les jours, et je pense qu'à un moment donné, les gens ne sont pas dupes. Ouais. Et quand tu es dupe un moment, et je pense que la qualité de ton contenu, les gens aujourd'hui sont pressés comme des citrons, ils n'ont pas le temps, il y a de l'information. Je sais pas, moi je suis un peu plus réservé sur ça. Ouais. Bon. Mais je rebondis. Faut tout pour faire un monde. Oui, ça on peut pas savoir. Mais à chaque fois on parle du futur, tu sais, j'adore cette phrase qui dit mais le futur n'attendez pas qu'il arrive, construisez-le. Et en fait nous on est en train d'essayer de trouver des modèles là en parlant, parce qu'on ne sait pas quel modèle peut émerger. Mais tu vois, tu disais faut rassurer aussi les gens, parce que j'entends beaucoup parler de ces 90% des NFT qui vont s'écrouler en fin de compte. Mais quand on parle de NFT, on parle de séries de collectibles, on parle d'œuvres d'artistes, on parle parfois dans le retail, il y a des doubles digitaux, des robes de grands créateurs, etc. Tout ça peut effectivement disparaître et va disparaître de la même façon que sur l'internet. Rappelez-vous, il y avait 60 moteurs de recherche. Mais alors oui, mais justement c'est ça la beauté de la blockchain, c'est que en fait c'est pas le bon terme disparaître, parce que finalement ça disparaît pas. Et il y a des choses qui vont valoir plus rien peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et puis un jour on va pas savoir pourquoi. Il y a quelqu'un qui va les ressortir, qui va dire oh là là, j'ai cette œuvre de tel artiste et je l'adore, et puis d'un coup là, ça va ressortir. Oui, en plus tu as raison, c'est sur la blockchain, donc par définition ça ne disparaît jamais. Exactement. Faut juste d'ailleurs il y a de l'archéologie des NFT qui est sortie maintenant, c'est on cherche les premiers NFT 2015-2016, ils réapparaissent sur le marché, ils font des gros scores et tout. Mais aussi il y a un truc sur l'internet, à chaque fois on compare avec l'internet, mais faut pas oublier quand même, moi je l'ai vécu aussi, toi aussi je pense. Sûr. Il n'y avait pas de micro-ordinateur chez les gens en 97, 18. Moi j'allais au bureau de mon père pour voilà. Donc là il a fallu attendre 20 ans pour que les gens se digitalisent, s'informatisent. Mais aujourd'hui tout le monde est ultra informatisé. Apple Glass va sortir à la fin de l'année, a priori. Les Apple Glass, c'est, comme tout le monde sait, je ne sais pas si les gens sont au courant, il y aura des lunettes. Expliquez. C'est incroyable, ce sont des vraies lunettes de vue avec des verres correcteurs qui vous correspondront parfaitement. Et le smartphone, donc l'iPhone, sera dans la monture de la lunette. Donc ça veut dire la disparition du téléphone déjà. Le téléphone sera dans la paire de lunettes, et la paire de lunettes va surimprimer face à la réalité du digital. Donc ça vous dira, à droite vous avez la rue machin quand vous marchez, quand vous conduisez dans lesquelles vont intégrer Google Maps Google Maps, etc., enfin, toutes les applications, et bien sûr la réalité augmentée, c'est-à-dire les œuvres d'art partout. Donc on sera dans le métaverse, en fait dans la vie réelle. Moi c'est ça qui est assez drôle de mon point de vue, parce que je ne suis pas geek en fait. C'est ça qui est et quand tu me racontes ça, je me dis waouh, c'est flippant. et à la fois je me dis bon c'est cool aussi, donc je suis un peu partagé quoi. Tu n'es pas technophile en fait comme je le suis moi. Voilà. Non mais d'un autre côté c'est formidable, c'est de nouveau Google qui invente ça, enfin Apple et Google. Apple et Google. Et ils avaient fait Google déjà, mais et Google avait essayé, t'as raison. Ça a été un flop parce qu'ils l'ont annoncé trop tôt et c'était pas au point. Ça. Apple, ils attendent bien que ce soit super. Mais c'est important aussi, on parle d'un conseil marketing, mon meilleur ami. Est-ce que je suis au bon moment? Exactement. C'est hyper important, parce que des idées, alors on va ouvrir une boutique dans le métaverse et on va vendre nos produits, nos vestes en cuir, on va les vendre dans le métaverse, et celui qui a le NFT, il pourra venir le récupérer en boutique. Mais c'est pas le moment. Il y a peut-être 10 000 mecs qui vont sur des Centraland tous les jours. Non, mais même pas. Non, mais je crois que ça a augmenté. C'est pour ça que je crois qu'on était à 6 000. Non, mais pour revenir à ton meilleur ami, directeur marketing, moi, ce que je lui dirais, regarde le mécanisme. Parce qu'on va vers ça. Développe. Alors, développe avec l'objectif, avec pas d'objectif. Exactement. Essaye, fais. Et puis après, mais ne le lance pas encore. Voilà, et puis surtout analyse les comportements de tes consommateurs, les comportements de ces consommateurs-là, parce que là il y a une croisée des chemins. On va arriver à la croisée des chemins où les comportements vont se croiser. Et donc, si tu n'as pas compris, si tu n'analyses pas ça aujourd'hui, demain, ça sera trop tard pour t'adapter. Parce que c'est aujourd'hui que le monde se construit dans le changement. Exact, tout à fait. Je suis une bonne amie. Non, mais en fait, cette histoire de c'est pas le bon timing de préparer, de construire en avant et de lancer au bon moment, ça me fait penser à une collection de NFT qui s'appelle World of Women.
c'est une collection qui est devenue maintenant, ça fait partie des blue chip, donc des collections emblématiques qui ont été validées, qui valent maintenant plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque je crois que le floor est à 10 Ethers. Un petit peu moins aujourd'hui, mais bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde savait que cette collection allait exploser, mais on ne savait pas quand. Et je pense qu'il y a des petits malins qui ont développé, en attendant que ça explose, des collections à peu près similaires, les Crypto Chicks, les Woman and Weapons, les Boss Beauty, voilà, toutes ces collections. Mais Boss Beauty, c'est un peu avant. Et le truc, c'est que il y a il y a 10 jours, World of Woman a vraiment explosé parce que je sais plus quel artiste a dit il en a acheté un grand influenceur, Snoop Dogg, peut-être. Ouais. Donc ça a explosé, donc c'est passé de 2 Ethers à 10 Ethers, et là d'un coup, du jour au lendemain, on a vu toutes ces collections apparaître. Et là je me suis dit, mais ils ont pas fait ça en un jour. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient prévu le coup en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est c'est l'histoire du moment. Mais justement, pour revenir là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est que là on parle toujours de collection de vêtements, de baskets, etc. Mais notre copain directeur marketing, il est peut-être directeur marketing dans une grosse école. Lui aussi, il est concerné. Parce que dans le métaverse, on va faire plein de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être y donner ses cours. Exactement. On va peut-être... on est tous sur Zoom aujourd'hui. On va jouer au casino. On y joue déjà. Dans des centrales. On y joue. Atari a créé des casinos dans... Voilà. Et donc, en fait, ce n'est jamais que le reflet de la vraie vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les gens sont en working... Et on va aller plus loin. Ouais. Les diplômes. Exactement. Nos diplômes, ça pourrait être un NFT. Ouais. Ça l'est déjà dans certains pays. Déjà. Moi, j'ai un ami qui est en Suisse, qui a bossé sur un projet comme ça, je crois, avec une école en Allemagne, une université en Allemagne. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce NFT, il pourrait être valable dans plein d'autres écoles. Oui, et donc peut-être justement que ça va impacter, ça s'appelle comment quand un diplôme est légal dans un pays et pas dans un autre, peut-être qu'on va aller dans un monde où on va lisser justement bien sûr. Une certification. La valeur des diplômes. Ouais, il y a la blockchain Cardano qui installe dans certains pays d'Afrique une certification des diplômes par blockchain pour éviter effectivement les fraudes. Mais et ça, j'aimerais te poser cette question-là. Claudia évoquait le wallet. Je pense que c'est très intéressant. Le wallet, pour rappel, c'est ce portefeuille digital que l'on installe sur son ordinateur. Le plus connu, c'est MetaMask. Comme une extension Google. Aussi, exactement, qui permet d'interagir avec les NFT, la crypto-monnaie, etc. Et j'entends beaucoup de gens, ça vient des États-Unis, comme souvent, dire quand on cherchera un emploi dans 1 an ou 2 ans, on n'enverra plus un CV. On enverra sa clé publique de wallet pour que le recruteur aille checker ce que vous avez sur le wallet. S'il voit que vous êtes actif en NFT, actif sur la crypto... Est-ce que c'est quand même pas une atteinte à la vie privée ? Parce que si j'investis de l'argent, mon employeur n'a pas à savoir que j'ai investi de l'argent. Alors, faut savoir, c'est une bonne question, mais il faut savoir qu'on peut ouvrir plein de wallets. Hein. On peut s'amuser toute la journée à ouvrir 40 wallets par jour. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, et c'est anonyme encore aujourd'hui, ouvrir un wallet. Mais donc, en fait, en gros, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, je postule un job via LinkedIn. Je me dis, voilà les mots-clés de la demande d'emploi. J'adapte mon CV. Donc, demain, tu vas postuler, tu vas dire, OK, j'adapte mon wallet. Alors tu peux, si tu es fier de ton wallet, tu étais fier de ton portefeuille en disant j'ai des NFT, d'ailleurs je cherche un job dans une boîte crypto, il vaut mieux montrer qu'on est un peu actif là-dessus. Oui, dans une boîte crypto, oui. Ah bah oui, j'entends une boîte. C'est tellement américain. C'est très américain. Ils ont, c'est pas, on n'a pas la même manière de penser et effectivement, déjà. C'est du show-off, quoi. C'est-à-dire que oui, on pourrait très bien acheter des NFT, que des NFT avec des collections de femmes pour dire, nous, on est pour la promotion de la femme et tout. En fait, pas du tout. Peut-être qu'en fait, à côté, on est un sale type. C'est de l'affichage. Oui, voilà. Ah ouais. Donc bon, ouais. Mais donc, il y a deux choses. Enfin, le diplôme, je suis très sceptique. Ton diplôme NFT peut être dans ton wallet. Oui, tout à fait. Exactement. Mais donc, il y a deux choses qui sont importantes. En fait, c'est intéressant, c'est dis-moi ce que tu possèdes, je te dirai qui tu es. Et je te dirai si je t'engage. Et je te dirai si je t'engage. C'est horrible. Mais je pense qu'avec moi, j'ai un truc souvent, mais avec les NFT, j'ai l'impression qu'on est dans l'ère de je possède, donc je suis, puisque finalement, vu que c'est un titre de propriété. Ouais. Et ça dépend ce que tu possèdes. Justement. Et la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on possède vraiment ? Pourquoi il y a je me pose souvent la question, pourquoi il y a cet engouement, ce succès des NFT ? Pourquoi il y a des choses qui valent des millions de dollars, qui sont en 10 000 exemplaires, quoi ? Ouais.
Et je me dis que finalement, c'est peut-être une manière c'est comme en achetant quelque chose qui est éternel, peut-être qu'on c'est comme si atteint un morceau d'éternité. Quoi. Oui, et puis c'est un truc emblématique, c'est la naissance d'une révolution majeure avec des œuvres qui représentent cette révolution majeure. C'est un peu comme si tu achetais une pierre du mur de Berlin. Ouais, oui, mais celui qui a le symbole, punk, quoi. Le punk, le crypto-punk, je sais pas, 1294 avec des lunettes comme ça, et un bouc. Mais le jour où cette personne, malheureusement, tout peut arriver aujourd'hui, décède, dans l'histoire, il sera... toute sa vie, il sera le punk numéro, je sais plus lequel j'ai noté. Mais... ça lui survivra. Mais attends, juste, j'aimerais sur le wallet, on n'a pas développé le POAP, qui est un NFT. Donc j'ai commencé à en parler. Un token. Et donc c'est là où je reviens sur mon wallet en disant, mais Rémi, moi j'ai ton POAP, je te le prouve. Je suis obligé de t'envoyer ma clé publique. Pour que tu checkes. Vous pouvez expliquer votre action alors POAP. on a dit proof of attendance qui prouve que j'étais à un événement. Oui, ça d'accord, mais vous en avez créé un avec NFT Morning, NFT Paris. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, donc ce que vous avez fait, les avantages, et faire le lien avec le monde de l'événement et de tous les événements, de tous les business liés au ticketing? Ok. Donc je me concentre un peu. Ouais. Non, il y a beaucoup à dire. Déjà, POAP, c'est quoi? Jusqu'à présent, en tout cas, en fait, on va dans des événements, on peut scanner des QR codes et en fait, c'est un souvenir de l'événement. Donc, c'est à la fois la preuve qu'on y a participé, parce que uniquement les personnes qui sont présentes à cet événement peuvent récupérer le POAP. Et question, je l'achète avant le POAP, avant de venir? On l'achète pas, c'est gratuit. Donc, j'arrive à ton événement. Ouais. Bonjour, je paye mon entrée. Ouais. Avec le reconnaissance de QR code sur le téléphone. Et donc, je paye avec des cryptos? Non, mais là, c'est pas du tout. On a déjà payé. Ok, t'as déjà payé avec des euros à l'entrée. Tu es dans l'événement. On est dans l'événement. Okay. Et là, on dit, alors pour tous les participants, on a un super cadeau. Vous allez repartir avec le POAP de l'événement. Okay. Donc, on scanne sur un écran, on récupère ce POAP et on rentre chez soi. Alors déjà, on peut télécharger l'appli POAP. On dirait que je travaille pour eux. On peut télécharger l'appli POAP pour retrouver c'est un badge en fait. Okay. C'est un badge de l'événement. Ok. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais d'abord parler, avant d'arriver à nous, du cas de Adidas. Ouais. Adidas qui a lancé sa collection NFT, qui a d'ailleurs bien grimpé depuis hier, parce qu'ils ont annoncé l'étape 2 de leur roadmap, justement. Et Adidas, en fait, ce qu'ils ont fait un Twitter Space pour annoncer, justement, le jour où ils ont annoncé qu'ils allaient lancer leur collection. Donc, Twitter Space, et là, ils disent, ok, alors maintenant, allez sur le site, je sais plus quoi, pour tous les auditeurs qui sont là, ok, téléchargez le POAP, et vous aurez peut-être une surprise après. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le POAP, il a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'une fois que le Twitter Space est fermé, plus personne ne pouvait le télécharger. Ouais. Ok. Arrive le jour du drop, et là, en fait, au moment du drop, donc dans les NFT, il y a ce qu'on appelle les whitelists, c'est-à-dire les gens qui sont, soit parce qu'ils participent activement à la communauté, soit parce qu'ils ont, pour plein de raisons, ils peuvent accéder en priorité au lancement d'une collection. Okay. Et en fait, parmi les gens qui avaient accès à la whitelist, il y avait ceux qui avaient récupéré le POAP. Parce qu'en fait, le POAP, il est sur notre wallet MetaMask, par exemple, parce que c'est Ethereum. Donc, MetaMask reconnaît le POAP et en fait, c'est un peu technique, mais en gros, il permet d'accéder, c'est la magie du Web3, il permet d'accéder finalement, on reconnaît l'utilisateur et à ce moment-là, l'utilisateur peut participer en priorité au lancement au Twitter Space. Maintenant, nous, ce qu'on a fait... avec le NFT Morning. En fait, il y a un événement qui a lieu samedi qui s'appelle le NFT Paris, qui est sold out depuis, donc qui est complet depuis 3 semaines. Et en fait, on a eu l'idée de mettre en jeu 2 places. Pour participer à l'événement. Et ça fait un moment justement qu'on est dans cette idée de créer une communauté, de souder une communauté autour du NFT Morning et de la récompenser, parce que ça, c'est hyper important. Ouais.
c'est vraiment du donnant-donnant, quoi. Il faut savoir prendre et donner, ou plutôt recevoir et donner. C'est le principe de tous les réseaux, d'ailleurs. C'est un peu le principe. Je sais pas, Facebook, ils m'ont jamais rien donné, mais peut-être que je me trompe. Non, mais par rapport à ta communauté, Bon, ils m'ont donné beaucoup d'emmerdes, mais genre, t'étais à Marseille, tu m'as pas dit, ouais. Ok. Et donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est on a fait une room, on a dit ok, tous ceux qui sont dans la room, mais là on a un peu triché parce que normalement c'était que pendant la room, mais là on a fait jusqu'à minuit, donc jusqu'à minuit vous pouvez aller récupérer le POAP NFT Morning, NFT Paris, il y en a que 100, et après on va organiser un tirage au sort, donc uniquement les personnes qui ont le POAP pourront y participer, tirage au sort, et il y aura 2 gagnants qui seront annoncés, ils ont été annoncés hier. Wow. Donc, okay. voilà. Donc ça crée donc en gros ça crée des expériences dans la communauté autour de vous ou autour de la marque. Et d'ailleurs moi j'ai été sollicité par une entreprise qui faisait un événement, qui voulait récompenser en POAP et qui m'a dit est-ce que tu peux nous donner une œuvre qui représentera le POAP, l'image du POAP, exactement. Excellent. Comme toi, tu avais fait le token du livre, donc tu avais demandé à un artiste de faire le point. POAP, c'est pareil, on peut demander à un artiste de faire le visuel, en fait, du POAP. Donc ça peut aller loin, parce que ça peut être indexé sur la cote de l'artiste, etc. Ouais. Enfin, ok, mais tu m'as donné une idée, d'ailleurs. Ouais, pour l'édition, l'édition suivante, tu vois. Je t'enverrai une facture. Hein. Okay. Mais, donc la mécanique, imaginons que je suis dans le podcast NFT Morning et tu dis ok, vous pouvez télécharger le POAP. Déjà c'est un truc qu'on va refaire. Ouais. Okay. On va refaire avec d'autres usages. Bon là le coup du tirage au sort on va le faire à chaque fois. Mais voilà, peut-être que je dis ça comme ça, mais peut-être que les gens qui seront en live et qui auront récupéré 1, 2, 3 pop, ils auront accès à des choses au sein de la communauté. Ah oui, parce que ça en fait, va peut-être ça va peut-être inciter les gens à écouter en live. Oui, et à s'engager, parce qu'en fait c'est une forme d'engagement d'aller télécharger le POAP. Ouais, mais en fait moi, je sais qu'à titre personnel, chaque fois que je récupère un POAP, je suis super content. C'est Moi aussi. Et donc ça, c'est déjà, c'est gratuit. C'est tellement rare les trucs gratuits dans les. Mais attendez, c'est rare, ça apparaît dans le wallet, donc ça nous remémore l'événement. Ouais. Et puis on peut faire une capture d'écran, l'envoyer à des amis ou le mettre sur Twitter. Moi, j'ai vu ça une amie tout à fait. On peut Twitter. Partager. Ouais, et je me suis dit tiens, elle a participé à tel événement. Ah bah tiens, je vais l'appeler, lui demander comment ça s'est passé. Et donc peut-être qu'un jour j'aurai un. C'est assez puissant en fait. Parce que je serai allé sur Mars avec Elon Musk. Mais imaginons dans un cas pratique pour une marque. On rentre. Top. Voilà. Top. On y va. On y va. Ok. C'est le samedi, c'est le Black Friday. Ok. Et donc, j'ai ma petite boutique et en fait, je dis, ok, tous les gens qui rentreront aujourd'hui dans ma boutique, Black Friday, ils peuvent télécharger leur POAP. Ok. Ouais, qui leur donne accès à quoi? Vu que le Black Friday c'est quelques jours avant Noël de mémoire, novembre, ouais. mois de novembre, en fait tous les gens qui ont on va leur venez sur mon site le jour de Noël, sur mon site internet. Ouais. Vu que mon site est en Web3, je pourrai savoir qui est vraiment venu et vous aurez peut-être moins 20% ou un cadeau ou un tirage au sort pour gagner une semaine aux Maldives ou. Ok. Et ça, c'est la puissance de la blockchain et des NFT. Et si je communique en disant attention, si vous venez le jour des Black Friday récupérer votre POAP, mais qu'il y aura peut-être un truc derrière, ça peut créer de l'affluence aussi. Et il faut rappeler, précision, que tout ça est quasiment gratuit, ça coûte peut-être quelques frais de gaz, pour une entreprise comme tu dis, même un petit magasin qui n'a pas trop de moyens, ça coûte quasiment rien à faire. Il suffit de communiquer et puis les gens connectent leur wallet, tout ça est gratuit en fait et c'est garanti par la blockchain Ethereum, donc c'est une sacrée garantie de fiabilité quoi. Ouais. Donc en fait le conseil aux marques aujourd'hui c'est de développer donc des communautés engagées participantes puisqu'on peut leur demander leur avis. Mais il faut que les marques comprennent que elles vont devoir mettre la main à la poche. C'est-à-dire que aujourd'hui un client c'est plus
seulement quelqu'un qui rentre dans une boutique, qui achète, qui re-rentre dans une boutique 6 mois, dans la même boutique ou dans la même boutique de la marque, mais ailleurs, 6 mois plus tard, qui rachète. Parce que les clients, finalement, sont fidèles aux marques, mais les marques, elles... bon, ok, vous avez accès aux ventes privées, mais on n'en est plus là, non, quoi. on n'est plus en 1980, non, bien sûr. Bien sûr. Même si on est très content d'avoir... on se sent un peu privilégié, mais il va falloir réfléchir. Moi, j'ai été commerçant, en fait. C'est pour ça que j'avais un magasin de vente privée. Ah ouais? Des ventes éphémères à Marseille. C'est pour ça que toutes ces questions... Ça te parle? Ouais, ça me parle, tout à fait. Bien sûr. Moi, peut-être qu'avec des outils comme ça, justement, j'aurais pu fidéliser encore plus, parce que c'était des gens qui recevaient des invitations, mais j'aurais pu trouver d'autres formes d'invitations. Voilà. Mais donc, en fait, la blockchain et tous ses usages, donc les NFT, les DAO, les POAP, etc., ça répond à des besoins du consommateur aujourd'hui qui a besoin de transparence, de confiance, de rapidité d'exécution, d'agilité et de participation. Il a besoin d'avoir l'impression qu'il est dans la marque, qu'il est concerné. Je ne sais pas comment dire exactement le terme, mais d'être récompensé, c'est-à-dire que sa fidélité, finalement, un jour, elle paye. Ouais. Moi, par exemple, je pense souvent à Waze. Je sais pas pourquoi, mais bon. Waze, en fait, le principe de Waze, c'est que on va nous indiquer le meilleur chemin parce que les autres, ont participé. Mais en fait, quel intérêt finalement de participer? Pourquoi il n'y a pas de récompense derrière? Pourquoi Mais la récompense, c'est de ne pas te faire flasher. Il se trouve que Waze, il y a un système de points maintenant par Waze. Quand tu indiques les travaux, ils m'ont écouté par... t'étais de nouveau en avant. Il y a ça. En revanche, bonne question, les points mènent à quoi? Ça, j'en sais rien. Mais tu gagnes des poinns. Non, mais au-delà de ça... peut-être que tu pourras gagner un POAP qui te fera gagner un... Oui, mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est sans fin, en fait. Ouais. Au-delà de ça, je ne suis pas d'accord parce que Waze, tu gagnes du temps. Moi, je suis bien contente qu'on m'annonce qu'il y a un flash. Oui, en fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, toi, tu participes parce que d'autres gens ont participé et toi, ça t'a permis d'aller le plus vite possible à un endroit T en passant par des raccourcis parce que les gens t'ont dit qu'il fallait pas prendre l'autoroute. Tout à fait. Et donc, il y a ce système collaboratif qui fonctionne très bien d'ailleurs, puisque bon. C'est-à-dire que Waze appartenant à Google, ce qui serait chouette. J'espère qu'ils m'écoutent. C'est que, comme Google connaît les recherches que tu fais, imagine que nous, maintenant, on a un problème de pneus, on doit changer les pneus de notre voiture. Ils le savent très bien parce qu'on fait une recherche sur Google. Tu gagnes des points dans Waze qui te donnent 20% sur tes pneus. En gros. On ne sait pas, ouais. Pourquoi pas. Mais bon, là, on sort du Web 3 parce qu'on est vraiment dans le Web 2 à fond la caisse, puisqu'on est sur Google. Et justement, comme je vois que le temps passe, l'heure tourne, je rêve absolument de te poser cette question. Il n'endort plus. Oula. Je n'endors plus. Non, c'est... Attends, je m'installe bien. Installe-toi bien, parce que attention, c'est la question qui tue. Non, moi je suis un grand fidèle du NFT Morning, tu le sais le matin. Merci, ton livre, j'ai été le premier à l'acheter en token, en Merci NFT. beaucoup. Quel est, donc pour finir ce podcast, enfin, donc, quels sont les projets pour NFT Morning? Est-ce que ça va devenir une chaîne de télé? Quels sont les projets pour le livre? Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Voilà, puis, juste ça. Et Lisbonne aussi, explique. Et Lisbonne, la conférence à Lisbonne. Waouh. C'est très. J'en ai dit un petit peu déjà. Sur. Faut comprendre qu'on a débuté NFT Morning à deux, quoi. C'est-à-dire que quand la première fois où on a lancé le Clubhouse, je sais pas, on devait être peut-être 5, 6 en live, donc John, moi, plus 3 personnes. Et tout s'est construit un peu assez rapidement, mais petit à petit. Et c'est vrai qu'on vit un peu les choses au jour le jour. Là, voilà, on a vu la communauté se construire. On s'est dit, peut-être que c'est le moment de la récompenser, de l'impliquer. Peut-être que grâce à la DAO, je sais pas si on va l'appeler comme ça, mais grâce à cette communauté-là, en tout cas, les gens pourront nous dire de quoi ils ont envie qu'on parle, s'ils ont envie qu'on revienne sur des sujets, si peut-être même que le tome 2, peut-être que la communauté aura une implication dans l'écriture ou dans la conception ou dans... en fait, tout est possible, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un truc continuer créer un truc très collaboratif, et puis voilà, alors
Est-ce que ce sera une chaîne de télé? Je pense pas. Déjà, on n'a même pas de groupe Discord, donc. Mais ouais, il y a clairement quelque chose à développer. Maintenant, Lisbonne. Alors ça, c'est le bébé de John, donc c'est lui qui serait le plus à même d'en parler. Mais en fait, c'est vrai que avec le NFT Morning et d'autres partenaires, on avait lancé les meet-up, donc les non-fungible meet-up à Paris. C'était en gros des petits événements où l'idée c'était de réunir la communauté, les gens intéressés par les NFT à Paris. Il se trouve qu'on en a fait un qui a très bien marché. Le deuxième, on n'avait pas assez de place pour tout le monde et donc on a déjà prévu d'en faire un troisième sûrement début mars, toujours à Paris. Et Lisbonne, c'est un peu dans cette continuité. Il faut se dire que John a toujours été dans l'événementiel. Et donc voilà, donc ça lui tenait très à cœur de créer un grand événement européen autour des NFT, comme il y a des événements autour de la blockchain Ethereum, comme ETHCC. D'ailleurs, il y a ETHCC Paris, ETHCC Lisbonne. Donc là, on n'en est pas encore là, mais lui, voilà, il voulait créer le ETHCC de NFT avec un côté évidemment plus fun parce que c'est des collections, on parlait c'est un peu comme les réunions de fans de Star Wars où il y a un côté très je sais pas ce que t'en penses Benjamin, mais appartenance. Ouais, mais régressif en fait. Ah oui. C'est hyper régressif d'acheter son NFT de singe avec son cigare et son chapeau. Enfin voilà. Et le mettre en profil picture. Ouais, mais tu nous expliquais en off qu'à Lisbonne, il y aura donc des intervenants qui donnent des conférences, mais aussi, tu peux expliquer un peu le marché? Alors, le marché, en fait, ce sera un grand espace où tous les gens en fait, qui ont des projets et qui veulent les promouvoir, des projets NFT existants ou à lancer. Et en fait, le marché, c'est comme son nom l'indique, c'est un véritable marché avec son étal et au lieu de vendre du poisson, on vend sa collection. Mais donc, les gens... On vend des NFT. Je vous en mets combien de kilos, monsieur, dame? Mais donc, les gens achètent leur place comme sur une foire, en fait. Alors, il y a un truc, c'est que en fait, il y a plusieurs prix. De mémoire, il y a 600, 300 et 60 euros. Ok. Et 60 euros, en fait, c'est les gens qui s'engagent à venir déguiser en NFT. En avatar. En avatar, ouais. Fantastique. Très bonne idée. C'est du cosplay. Donc ce sera on a envie en fait d'en faire un endroit, enfin que ce soit vraiment la fête, quoi. C'est le Burning Man du NFT, quoi. Ouais, clairement. Mais attends. Mais avec du contenu. Avec du contenu. Ouais. Et donc tu as aussi des annonceurs qui sont partenaires. De votre événement. Alors, je sais qu'il y a Art Trade, je sais pas tous les noms, donc j'ai pas. Oui, on a. Je crois qu'il y a Rarible qui va participer. Ledger. Je pense qu'il y a peut-être Ledger aussi, mais je préfère pas trop m'avancer parce que je sais pas encore où ça en est niveau sponsoring. Donc si je dis des noms et que finalement c'est pas les noms. Mais donc s'il y a des marques qui nous écoutent et qui sont intéressées ils prennent contact avec toi ou avec John. Ouais, tout à fait. Je peux donc Rémi@nftmorning.com. On mettra ton mail aussi. On te trouve aussi sur LinkedIn. ou John@nftmorning.com. Ok. Ouais. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Déjà. C'était super, mais avant de terminer, moi j'aimerais quand même partager, parce qu'en fait, à la fin de notre podcast, nous on est des grands amateurs de podcasts, pas seulement du NFT Morning. On a décidé à la fin de notre podcast de partager des podcasts qu'on écoute, qu'on aime bien. Okay. Et donc, là, je vous invite à écouter les podcasts qui s'appellent La Martingale, qui sont des podcasts qui parlent de comment optimiser votre argent, les investissements possibles. Et sur les derniers podcasts, Mathieu Stéphanie parle justement de crypto et de NFT. Et donc, je pense qu'il y a une série d'épisodes qui ferait le lien avec ce dont on vient de parler. Donc voilà, La Martingale sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. J'irai écouter. Voilà. Et alors, je termine aussi en disant toujours la même chose. Moi, quand j'écoutais des podcasts avant et que le présentateur disait mettez-moi des étoiles et mettez-moi des avis, je dis je zappais. S'il vous plaît, ne zappez pas. S'il vous plaît. Vraiment, nous sommes régis par la loi des algorithmes encore, parce que nous sommes encore dans le Web 2. Et donc, les algorithmes tiennent compte du nombre d'étoiles que vous nous mettez, du nombre de commentaires que vous nous mettez, du nombre de partages que vous faites. Donc, clic droit, partage, WhatsApp et tous les autres canaux.
et on vous sera éternellement reconnaissant d'être nos ambassadeurs. Et puis j'aimerais finir sur une note poétique. Je parlais à Rémi avant ce podcast de sa très belle collection de NFT et je lui disais, Rémi, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu gardes, tu vas vendre, etc. Et tu m'as dit cette phrase très belle. Je dis mais non, c'est NFT. D'abord j'y tiens, j'y ai mis beaucoup de cœur. Oui, tu m'as dit certains. En tout cas, j'y tiens tellement que j'ai envie de les transmettre à mes enfants. Ouais. Et ça m'a fait comme une flèche dans le cerveau en me disant mais bon sang, mais oui, évidemment, c'est tellement précieux quand on s'accroche à ça, à une création, qu'elle soit digitale ou autre, peu importe, mais c'est une création, on connaît l'artiste, on sait qu'il y a mis tout son cœur, on l'a en possession en NFT, bah ouais, on le transmet à ses enfants, c'est génial. Et je vais te dire plus loin, c'est déjà au moment où j'achète certains trucs, je dis ça, je l'achète pour eux. Ah ouais. Et en fait, je me dis, va savoir ce que ça deviendra. Peut-être que, et peut-être qu'eux, ils me diront, mais papa, mais comment t'as pu acheter ça? Mais tu nous disais que c'est ton filleul déjà qui aujourd'hui, mon neveu, ton neveu, et qui un an plus tard te dit mais bon sang, comment t'as fait? Ouais, alors que moi je suis, comme je dis, je suis pas geek, je suis le mec le moins cool de la terre, quoi. Et je me retrouve dans ce truc qui est hyper hypé. Et voilà, c'est assez drôle. Mais ça donne plein d'espoir. En tout cas, il est jamais trop tard pour plonger dans le terrier. Tout le monde peut devenir cool. C'est génial. C'est le mot c'est le très bon mot de la fin, ça. Allez, Rémi, merci beaucoup. Merci Claudia, merci Benjamin. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Trop chouette.